Donc, une fois qu'on a documenté dans l'application et qu'on gère dans l'application, on va dire notre catalogue de services, notre CRM de services, notre CMDB, eh ben, on va pouvoir exploiter toutes ces informations-là pour gérer des incidents et des demandes, qui est le propre d'un service informatique. Donc, pour ça, dans l'application, on va pouvoir modéliser les différents processus et suivre des workflows et traiter les différentes demandes qui arrivent de vos utilisateurs. Et donc, dans l'application eTop, là, jusqu'ici, on était dans la partie console. Là, on va basculer dans une autre interface qui est à destination plutôt des utilisateurs, qu'on appelle, nous, le portail eTop, et qui va permettre de donner un accès à certaines informations dans eTop, mais uniquement ce que l'on veut montrer à l'utilisateur et de manière beaucoup plus simplifiée. Donc, le portail utilisateur dans eTop, il va permettre de voir des communications générales que vous pourriez adresser à vos utilisateurs. Par exemple, ici, il y a une interruption de service. Il va pouvoir permettre à l'utilisateur de gérer des nouvelles demandes, de gérer des demandes en cours. Là, vous voyez que je suis en anglais parce que mon utilisateur est en anglais. Il va permettre à l'utilisateur, il faut que je me reconnecte, il va permettre à l'utilisateur de gérer aussi certaines informations par lui-même. Voilà, donc par exemple, de basculer dans une nouvelle langue. Donc là, automatiquement, mon portail devient francophone. Si je reviens à l'accueil, je vais avoir les informations en français. Bien évidemment, si j'envoie un message en anglais, lui n'est pas traduit. Donc, gérer des nouvelles demandes, gérer les requêtes en cours, accéder à une foire aux questions, donc les FAQ, voire même gérer le processus d'approbation si cette personne est amenée à approuver des demandes d'autres utilisateurs. On va voir ça un peu plus tard. Donc, quand la personne veut faire une nouvelle demande, il va tout simplement cliquer ici. Il va avoir un catalogue, un affichage du catalogue de services auquel il a accès. Donc, ce n'est pas forcément tout le catalogue de services. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la partie contrat client. Il ne verra que ce qui lui est fourni via des contrats clients. Il peut le voir de manière mosaïque, il peut le voir de manière hiérarchique, il peut le voir sous forme de liste et rechercher rapidement, par exemple, dans cette liste, des informations. OK. Je vais revenir à la partie mosaïque. Ici, par exemple, je vais faire une demande concernant des ordinateurs et des périphériques. Et je vais, par exemple, vouloir demander un nouveau ordinateur. Et donc là, on voit un formulaire de création des tickets qui va être relativement simplifié par rapport à ce qu'un agent de support va avoir parce qu'il va devoir gérer beaucoup plus d'informations. Donc, on a pré-rempli le service, la sous-catégorie de service. L'utilisateur va pouvoir définir l'impact et l'urgence pour lui. Alors ça, c'est des informations parfois que l'on cache dans le modèle parce que sinon les utilisateurs utilisent toujours, trouvent très vite les règles et utilisent toujours, ça impacte tout le monde et c'est critique. On va pouvoir mettre un titre et on va pouvoir mettre une description. Donc, je vais créer un ticket tout simple. Mon premier ticket, il va pouvoir mettre des informations texte, il va pouvoir formater ce texte s'il veut, et il va pouvoir faire une copie d'écran de manière très très simple, si besoin. Donc, il va pouvoir tout simplement copier-coller une copie d'écran dans son système pour décrire son problème ou autre chose. Il va pouvoir ajouter des contacts additionnels et mettre des pièces jointes en plus des copies d'écran qu'il a faites s'il a besoin, et tout simplement valider sa demande. Donc, ça va relativement vite et il retombe sur la liste de ses requêtes en cours. Donc, la demande 76 a été créée. Et une fois qu'il a créé la demande 76, il va pouvoir interagir. Donc, vous voyez que la demande 76, et on va voir pourquoi, a été mise automatiquement en attente d'approbation. Cette personne-là, quand elle a fait une demande de nouvel ordinateur, elle s'est mise en attente d'approbation. Autre exemple de création de requête un peu plus avancé, si j'essaye de créer un service ou une demande pour un service autre, par exemple demande d'un nouvel ordinateur, en fait, les responsables de service vont être capables de paramétrer en fonction de la sous-catégorie de service le type d'information dont ils ont besoin. Donc, le service et la sous-catégorie de service sont des informations qui sont standards et communes à tous les types de demandes. Et vous voyez qu'ici, on a paramétré dans le catalogue de services un formulaire un peu plus détaillé parce qu'on voudrait que l'utilisateur nous demande sur quel site il veut qu'on livre son ordinateur. Et là, on va retrouver des sites de la CMDB. Quel type de PC il veut, quand est-ce qu'il aimerait avoir son PC. Donc, on peut avoir des engagements de service, mais on peut quand même lui demander ça, etc., etc. Donc, par exemple, ici, il va mettre un titre, besoin
d'un PC et puis la description qu'il voudra. Et il valide sa demande. Pareil, il va revenir sur sa liste de demandes en cours. Elle est aussi en attente d'approbation puisqu'on a des règles d'approbation pour ces deux types de demandes. Et donc maintenant, il va pouvoir suivre sa demande au fil de... Donc là, une fois qu'il a créé une demande, l'utilisateur, jusqu'à une certaine étape du workflow, qui est une fois de plus un paramétrage par défaut, bah lui, il va pouvoir juste mettre à jour et interagir avec l'équipe de support via un journal public. Okay, et on voit l'historique des différentes communications. Donc, par exemple, là, il pourrait dire vous en êtes où, etc., etc. Voilà, à chaque fois, on revient sur les requêtes en cours, et donc vous voyez que s'il suit la discussion, ben, on voit le flux des informations. Donc maintenant, si je bascule de l'autre côté, console eTop, en tant qu'agent de support, ben pareil, je vais avoir une vue d'ensemble, par exemple ici, de mes demandes. Donc on reparlera tout à l'heure des tableaux de bord et du reporting. Je peux voir la liste des demandes qui sont en cours, les demandes qui sont en attente d'approbation, etc. Dans ma page d'accueil, je peux me paramétrer pareil mon tableau de bord pour avoir des choses un peu plus précises. Par exemple, ici, ça va être les demandes qui sont affectées aux équipes, les demandes qui me sont affectées en tant qu'agent. On a une extension qui est en fait une vision Kanban qui va faciliter l'affectation aux différentes équipes via de simples drag and drop. Et je peux même avoir une vision ici calendaire de mes différentes activités si j'ai besoin. Donc là, la demande a été envoyée au support. Elle est en attente d'approbation. Donc moi, si je suis agent de support, bah, je vais prendre par exemple la requête numéro 77. Je peux déjà la voir. Elle est en attente d'approbation. J'ai un certain nombre d'informations ici qui sont affichées. Et moi, en tant qu'agent de support, finalement, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Je ne vais pas pouvoir faire beaucoup d'actions puisque on attend l'approbation de personnes. Si je veux savoir où on en est du statut d'approbation, bah ici, je peux voir l'ensemble des personnes qui sont censées approuver. Donc, j'ai par exemple ici Jules Verne et Pablo Picasso. Je peux envoyer une relance pour qu'ils fassent les choses. OK. Pareil, certainement, pour la requête numéro 76, où je vais avoir des approbations en cours. Donc là, j'ai deux possibilités. C'est soit je suis Jules Verne et Pablo Picasso et je peux approuver. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement me connecter en tant que Jules Verne. Donc, je vais me déconnecter de l'application. Je vais aller me reconnecter ici. Donc, Jules Verne, c'est un agent de support. Donc, on peut définir tout un règle que l'on veut. Ici, je peux aller voir, par exemple, quelles sont les demandes qui sont en attente d'approbation. Donc, vous voyez que moi, en tant que Jules Verne, bah, j'ai la 77 et j'ai la 76. Donc, je peux aller, par exemple, sur la requête 77. Donc, je suis dans la console, hein, je ne suis pas dans le portail. Et là, je vais avoir une action, qui va être ici approuvé ou rejeté. Donc là, je peux choisir d'approuver ou rejeter la demande. Donc là, je vais dire que c'est OK. J'approuve ma demande. Super, ma demande est en cours. Je peux aller regarder le statut d'approbation. Bah, c'est bon, elle a été approuvée. C'est affecté. Donc, vous voyez que là, mon ticket, une fois que j'ai approuvé ma demande, mon statut d'approbation est ici. Voilà. Ma demande a été affectée, puisqu'on va le voir un peu plus tard. On peut définir des règles d'auto-affectation des tickets en fonction des étapes dans le workflow. Donc, elle a été auto-affectée automatiquement à l'équipe helpdesk. Et donc, maintenant, on va pouvoir travailler dessus. Je peux interagir avec le demandeur et différents autres contacts via mon journal de communication. Donc, dans eTop, il y a un journal public et un journal privé. Donc, le journal public, ici, va me permettre de discuter. Bonjour. Donc, c'est Frida Kahlo. Bonjour, Frida. On gère la demande. Voilà. Du coup, quand je fais envoyer, je mets à jour mon journal. Si je retourne côté portail et que Frida va sur la requête numéro 77, eh ben, elle voit que Jules Verne a communiqué avec elle. On va voir que ça va lui envoyer aussi des notifications automatiques sur différents canaux. Et donc, on va pouvoir interagir comme ça avec elle tout au long du traitement de cette demande. Si je reviens côté ticketing, cette demande, je vais maintenant pouvoir suivre un workflow. Donc, je vais pouvoir, par exemple, assigner ma demande à un agent de support.
Donc là, ça a été affecté à l'équipe helpdesk. Je vais retrouver les membres de l'équipe helpdesk. Donc là, c'était Jules Verne qui discutait. Ben, je vais me l'assigner. Voilà. Je vais pouvoir traiter ma demande. Et vous voyez qu'en assignant ma demande, par exemple, ça m'a créé automatiquement 2 tâches. Puisque pour faire une demande de nouveau desktop, eh ben, il va falloir qu'on commande le desktop et qu'on préinstalle Windows. Donc ça, c'est un petit module qui s'appelle catalogue de procédures qui permet, en fonction des sous-catégories de services, de créer automatiquement des tâches dans l'application lorsque le ticket, par exemple, est assigné. Donc là, on va traiter le ticket, etc., etc. Le ticket, je peux le mettre, par exemple, en attente parce que je voudrais poser des questions à Frida, je pourrais le réassigner à quelqu'un d'autre, je peux l'affecter à une autre équipe. Bon là, dans le cadre de la présentation, je vais aller assez rapidement, je vais marquer mon ticket comme résolu. Voilà, c'est fait et livré. Je marque mon ticket comme résolu. Ça y est, mon ticket est résolu. Donc vous voyez qu'on a des codes couleurs pour les états, pour les priorités. Donc ça, c'est du paramétrage du modèle. J'ai résolu mon ticket. Et vous voyez qu'ici, j'ai tout un tas de notifications. Donc, à chaque fois qu'il s'est passé des choses, on a envoyé des messages. OK? Donc, par exemple, ici, votre ticket était résolu, votre ticket, etc., etc. Et on envoie des messages par mail au contact. Si le contact va dans le portail de support, je vais rafraîchir ma page. Vous voyez qu'en fait, dans la liste des requêtes en cours, elle a les requêtes ouvertes et les requêtes résolues. Donc, non seulement elle reçoit un mail avec potentiellement un lien qui lui permet d'aller directement dans le portail, soit elle se connecte directement dans le portail, elle voit que sa requête est résolue, elle peut cliquer. Donc là, on affiche un peu plus d'informations, notamment la solution à sa demande ou à son problème. Elle voit les messages qu'a envoyé les différents agents de support. Donc, on a toujours à droite, un peu comme dans les réseaux sociaux, les messages qu'on envoie nous, et à gauche, le message des autres interlocuteurs. Et donc maintenant, vous voyez que la personne peut soit réouvrir le ticket, parce qu'elle n'est pas satisfaite et il y a quelque chose qui dysfonctionne, soit clore la requête. Donc si elle clôt la requête, elle va avoir une mini enquête de satisfaction qui va lui permettre de lui demander son avis. Donc est-ce qu'elle est très satisfaite, mécontente ou autre? Donc là, elle est plutôt satisfaite. Elle peut mettre un commentaire, peut encore ajouter une pièce jointe et valider sa demande. Donc ça va permettre aux équipes de support d'évaluer de manière très rapide la satisfaction des différents demandeurs. Et on verra après qu'il y a un module dans eTop qui permet de faire des enquêtes de satisfaction plus poussées en s'appuyant potentiellement sur ces résultats. Voilà, la demande est résolue. Donc elle n'apparaît plus dans la liste des requêtes en cours. Par contre, la personne peut toujours l'accéder en allant dans la liste des requêtes fermées et voir l'ensemble des requêtes qui avaient été traitées dans le passé, notamment pour voir ce qui avait été dit, ce qui peut lui servir de base de connaissances. Donc, c'est un premier élément finalement de base de connaissances pour vos utilisateurs. Par contre, elle ne peut plus interagir avec, elle ne peut pas réouvrir de tickets, elle peut vraiment rien faire. Voilà. Donc, voilà une utilisation assez simple du portail pour les utilisateurs. Et l'idée vraiment, c'est d'avoir une interface la plus simplifiée possible, correspondant aux besoins de l'utilisateur, donc de simplification, tout en permettant l'interaction avec les équipes de support. Donc ce portail est basé sur la techno Bootstrap, il est responsive, donc en fonction des écrans que l'on a, le portail s'adapte. Donc si on a un téléphone mobile, on va avoir des informations potentiellement différentes qui vont s'afficher. Vous voyez, donc là, bon, je joue avec mon browser, mais ce serait l'équivalent d'un téléphone mobile ou d'une tablette. Donc les utilisateurs vont pouvoir vraiment interagir avec vous, quel que soit le device qu'ils utilisent. On peut aussi paramétrer le style du portail, donc changer les couleurs, changer la présentation des briques, afficher plus d'éléments, etc. Ça se fait dans la partie paramétrisation du modèle de données. Donc si je reviens maintenant côté console, donc on a vu qu'il y avait de l'approbation, que le système les règles avaient été auto-affectées vers différents utilisateurs. Ça va se gérer dans le CRM de service. Donc là, je vais rebasculer sur un autre utilisateur parce que l'agent de support peut voir le CRM de service mais ne peut pas le modifier. Donc je vais me reconnecter avec mon utilisateur qui a un peu plus de pouvoir, qui accessoirement est administrateur. Voilà, et je vais retourner dans le CRM de service. Donc là, on voit que dans le CRM de service, il y a d'autres choses que je ne vous ai pas encore montrées. Par exemple, les modèles de requêtes. Donc les modèles de requêtes,
c'est ce qui va nous permettre de rajouter des informations complémentaires en fonction de la sous-catégorie de service. Donc, je vous avais montré tout à l'heure, par exemple, le nouveau laptop. Donc, voilà, j'ai un modèle pour les nouveaux laptops. Et donc, j'ai un certain nombre de champs complémentaires qu'on a ajoutés. Donc, ces champs-là ne s'afficheront dans le formulaire de création d'une demande que pour ce type de demande. Donc, ce qui va être très pratique, ce qui va permettre d'avoir un formulaire dynamique en fonction du type de demande que l'on a. Voilà, donc après, vous pouvez rendre les champs obligatoires ou pas. Attention, hein, plus vous allez être contraignant, moins les utilisateurs vont aimer, mais ça sera les gens qui gèrent le catalogue de services qui pourront gérer ça. Autre automatisation ou chose que l'on va pouvoir faire, on va pouvoir définir des règles d'approbation. Donc ici, on a des règles d'approbation pré-paramétrées, par exemple l'approbation par un manager. Vous voyez que la règle d'approbation par manager, ben, ça va être celle-ci. Elle s'applique à 3 sous-catégories de services, les laptops, les desktops et les téléphones mobiles. Et donc ça, c'est mes sous-catégories. Et donc, si je regarde ma règle elle va s'appliquer en fonction de fenêtres de couverture pour éviter d'arriver à un délai d'approbation en plein milieu du week-end. On va définir via notre langage de requête OQL quelles sont les personnes qui sont censées approuver. Donc ici, par exemple, c'est le manager d'une personne. Si la personne n'a pas de manager, on passera directement au niveau suivant. C'est pour ça que tout à l'heure, je n'ai pas eu directement le manager, mais la personne qui est ici. Donc là, vous voyez, la personne, Wernhem, Picasso, Verne, j'avais un deuxième niveau d'approbation. Voilà. On peut décider de ce qui se passe si on n'a pas eu de réponse. Donc, est-ce qu'on approuve la requête si on n'a pas de réponse ou pas? Et s'il y a plusieurs personnes qui sont concernées, qu'est-ce qu'on fait quand une première personne approuve? Est-ce qu'on attend les réponses de tout le monde? Est-ce que c'est la première réponse qui va décider du statut d'approbation? Tout ça va être paramétrable. Voilà, donc ça, c'est encore un élément qu'on va pouvoir gérer. On va pouvoir gérer également la partie règles d'affectation. Donc ici, on a défini des règles d'affectation pour les user requests qui vont nous permettre de définir à quelle équipe on affecte le ticket et en fonction des états. Donc là, on voit qu'on a 2 états. On a l'état approuvé et new. Donc quand un ticket est nouveau et qui ne nécessite pas d'approbation, on va pouvoir auto-affecter le ticket. Quand un ticket nécessite une attente d'approbation, on auto-affectera que quand le ticket est approuvé. Et ensuite, on va avoir nos règles. Donc là, c'est un système toujours basé sur notre langage OQL. Et donc là, dans notre exemple, on va dire que la première règle qui s'applique, c'est est-ce qu'on est dans la fenêtre de couverture correspondante, donc lundi, vendredi, 8h, 18h. Est-ce qu'on a trouvé une team helpdesk? Si oui, on affecte l'équipe à cette équipe. Sinon, on passe à la règle suivante. Et donc là, en gros, la règle qu'on a définie, c'est de 8h à 18h du lundi au vendredi, on auto-affecte le ticket à l'équipe helpdesk. En dehors des heures ouvrées, on affecte le ticket à une équipe qui commence par système. Voilà. Et donc là, on peut faire plein de règles diverses et variées, faire des règles d'auto-affectation en fonction du service, de la sous-catégorie de service. Tout va dépendre de la modélisation de votre catalogue de services. Autre règle qui existe dans l'application eTop, des règles de clôture automatique. Donc là, on en a une qui est assez simple, où en gros, on auto-clôture les tickets, c'est-à-dire si on n'a pas eu de réponse des clients et qu'ils n'ont pas clôturé eux-mêmes le ticket, on auto-clôture le ticket automatiquement au bout de 7 jours. Mais on peut écrire ces règles d'auto-clôture sous forme d'un OQL beaucoup plus complexe, notamment si on veut que les délais de clôture soient différents d'une organisation à une autre ou d'un service à l'autre. Voilà, donc il y a une capacité à paramétrer ça relativement importante. Et c'est ce qui permet de faire tout un tas d'automatismes dans l'application. Dernière règle qui existe, c'est des règles de préavis qui vont permettre de déclencher des notifications automatiques en fonction d'échéances qu'on a dans l'application. Donc voilà un exemple des règles relativement simples qui vont permettre d'automatiser des actions de votre centre de service et donc de leur faire gagner du temps. Donc maintenant, là, on a vu, on va dire, la partie création de tickets d'un point de vue plutôt utilisateur dans le portail eTop. Je peux aussi, en tant qu'agent de support, créer des tickets. Donc pour ça, on a une fonctionnalité dans l'application eTop depuis la version 3.0 qui est la création rapide. Donc là, vous voyez, si je clique sur le bouton, je vois la liste de toutes les créations que j'ai fait récemment. Je peux aussi faire une recherche d'objets. Donc là, si je clique sur demande utilisateur, automatiquement, j'ouvre mon formulaire. Donc je vais sélectionner l'organisation concernée par ma création de ticket.
Je vais choisir mon demandeur, par exemple Claude Monet. Je l'ai au téléphone, par exemple, donc je suis en train de créer un incident. Donc je vais dire incident serveur. Je vais mettre tout un commentaire décrivant ce qu'il est en train de dire. C'est quoi comme type de requête? C'est un incident. Je vais choisir mon entrée de service. C'est par exemple un problème d'ordinateur. Okay, je fais du troubleshooting. Je vais pouvoir définir le ou les éléments de configuration qui sont concernés par son incident. Donc, en fait, on peut rattacher plusieurs éléments de configuration à un ticket. Donc là, je vais faire une recherche. Donc, je l'ai au téléphone. Il me dit, apparemment, on a un souci avec le serveur 1. Donc, je vais rechercher mon serveur 1 et le sélectionner. Donc, je pourrais avoir plusieurs éléments. Je l'ajoute. Voilà. Donc, c'est quoi la criticité? Bon, c'est haut. Bon, c'est pas tout un département, c'est plutôt un service. Donc, vous voyez que la priorité se calcule automatiquement en fonction de l'impact et de l'urgence. Et je crée mon ticket. Et quand je crée mon ticket, vous voyez que j'avais rattaché un élément de configuration. Il m'en a rattaché automatiquement 17. Donc, j'ai celui que j'ai rattaché manuellement. Et en fait, le moteur d'analyse d'impact qui est intégré au système de ticketing m'a calculé tous les éléments qui étaient impactés. Je peux avoir aussi une vue temps réel de ce qui se passe. Donc, je retrouve mon moteur d'analyse d'impact. Donc là, dans mon cas, en fait, pourquoi il est impacté? Pourquoi tous ces éléments sont impactés? Parce que je suis en train de créer un incident sur le serveur 1, mais j'ai actuellement un incident en cours, le numéro 56, sur le SX2. Et en fait, la combinaison de ces deux incidents, donc le système est capable de corréler, me dit que mon cluster est tombé et que du coup, tout est impacté. Inversement, si je vais sur mon site de vente en ligne parce que quelqu'un m'appelle au téléphone en disant voilà, je suis au helpdesk, l'intérêt de ce calcul d'analyse d'impact, c'est sur mon site de vente en ligne. J'ai des caractéristiques et je vois la liste des tickets en cours. Et donc, je retrouve mon ticket 78. Vous voyez que si quelqu'un m'appelle, plutôt que de recréer un nouveau ticket, ça va après dépendre de vos process, mais au lieu de recréer un nouveau ticket, je vais pouvoir voir très rapidement, là en quelques secondes, qu'il y a effectivement quelque chose qui se passe, cliquer sur mon ticket 78 que quelqu'un d'autre potentiellement vient de créer et dire à la personne, oui, apparemment, il y a un incident système, ça concernerait le serveur 1, attendez, je regarde, oui, effectivement, en regardant le serveur 1, il y a aussi un incident sur le SX et donc l'application est plantée. Et j'ai même potentiellement rajouté automatiquement mon contact, Bruce Lee, qui est mon responsable applicatif, et je peux déclencher des notifications en utilisant toutes ces informations-là. Donc là, j'ai une notification qui a été créée automatiquement pour informer Claude Monet. Voilà, donc elle est pending parce que j'ai un système de tâches de fond qui envoie mes mails, qui n'est pas configuré ici. Je peux voir le type de message que je lui ai envoyé. Voilà, donc avec le lien, par exemple, dans le portail, puisque c'est un utilisateur qui n'a pas le droit d'accéder à la console. Et j'aurais pu notifier les contacts additionnels, etc. etc. Donc l'intérêt ici, c'est qu'en fait, en utilisant ma CMDB, mon CRM de service et ma création d'incident, moi, j'ai pu corréler toutes ces informations-là et informer tout le monde. Comme j'ai défini des engagements, j'ai une échéance de prise en compte. Donc, vous voyez, il me reste 13 minutes pour prendre en compte mon ticket. Donc, le système a calculé automatiquement combien de temps j'ai pour le traiter. Et donc là, je peux aller assigner mon ticket parce qu'il n'y a pas d'attente d'approbation. Je vais tout simplement aller assigner mon ticket. Je vais l'assigner à Marguerite Duras. Voilà. Mon ticket est pris en compte. Donc, on a calculé, du coup, on a fait un reporting de SLA, on a calculé si on avait bien respecté nos engagements ou pas. Donc, on n'a pas dépassé le délai de prise en compte, normal. Et j'ai maintenant mon échéance de résolution. Voilà, qui est calculée. Donc, l'échéance de résolution, elle est calculée automatiquement et on a même des seuils dans l'application qui font qu'au bout d'un certain délai, donc 75% par défaut, on va pouvoir potentiellement informer le demandeur qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps pour traiter son ticket dans les temps. À 100%, on pourrait prévenir d'autres gens. Et on retrouve notre journal public, notre journal privé avec lequel on va pouvoir interagir avec nos différents collaborateurs. Donc, si je regarde par exemple la liste de mes demandes en cours, je vais retrouver ici des tickets dans différents statuts. Vous voyez qu'ici, j'ai un ticket qui est en rouge-rose parce que on a dépassé nos engagements. Alors, c'est un vieux ticket de septembre 2021. Vous voyez qu'ici, oui, j'ai dépassé mes engagements. On a une iconographie qui nous dit que là, c'est escaladé. Et si j'essaye de résoudre ce ticket, voilà, on va aller le résoudre un peu tard.
Mon ticket est résolu et vous voyez qu'on a calculé de combien on a dépassé notre délai de prise en compte, de combien on a dépassé notre délai de résolution en fonction des fenêtres de couverture. Et vous voyez qu'on a le dépassement brut, donc prenant en compte les fenêtres de couverture, et on a le délai de résolution net, c'est-à-dire date de résolution moins date de création, qui est souvent le point de vue de l'utilisateur. Il dit ça fait 100 jours que j'ai créé le ticket. Oui, mais peut-être qu'il y a eu des fenêtres de couverture, des congés, etc., qui font que, d'un point de vue de l'équipe qui fournit le service, on n'a dépassé que de 30 jours. Donc voilà un point qui est très important, c'est que le système, en fait, encore un automatisme, va être capable de calculer pour vous combien de temps vous avez mis à traiter les choses, est-ce que vous avez respecté vos engagements ou pas. Il le fait à la volée, ce qui fait que dans la partie reporting, vous n'avez pas besoin de refaire des calculs en utilisant l'historique, etc. Le système le fait pour vous vraiment en temps réel. Donc voilà pour la partie, on va dire, ticketing, donc deux types d'usages, hein, les utilisateurs, les équipes de support, et en fonction des rôles et responsabilités, ben, on a plus ou moins de droits. C'est quelque chose qui va dépendre des workflows mis en place dans l'application. Alors si je reviens côté portail, un utilisateur va pouvoir aussi potentiellement voir la liste des approbations qu'il a en cours. Donc là, il n'y en a pas, et gérer les approbations directement côté portail. Donc notamment si c'est le manager d'une personne, etc. Si la personne n'a pas de compte dans eTop, ça arrive souvent pour des responsables d'organisation, on va utiliser un formulaire à usage unique qui va lui permettre d'approuver, même s'il n'a pas le compte dans l'application. Il faudra juste connaître son email. Et donc, dernière chose que je voulais montrer dans la partie portail, c'est la partie foire aux questions. Donc, la partie foire aux questions, c'est une base de connaissances relativement simplifiée à destination des utilisateurs, qui va permettre d'avoir des bonnes pratiques ou d'aider l'utilisateur à gérer des problématiques. Donc, pareil, il y a un formulaire de recherche, il y a une catégorisation. Et donc là, par exemple, si je vais regarder celle-là, comment je change mon mot de passe, ben, on va pouvoir expliquer à l'utilisateur comment faire les choses. Donc, on est en train de travailler sur une extension qui va donner des fonctionnalités avancées dans la partie fac, notamment noter une fac, créer un ticket à partir d'une fac si on n'a pas eu de réponse. Mais déjà, avec cette partie-là, on peut fournir une base de connaissances aux utilisateurs qui est relativement pratique et simple d'utilisation.